Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre ici, de nous joindre sur YouTube. Nous sommes dans les studios du service audiovisuel de l'UNAMUR pour suivre une soirée, j'espère, agréable et aussi instructive. Alors le mois de mars, c'est le printemps des sciences et c'est une saison propice à la vulgarisation scientifique. Bienvenue au MT 180 organisé par l'UNAMUR ce soir. Alors MT 180, ce n'est pas la référence d'un dernier lave-linge, non, ou d'un smartphone, non, il s'agit d'un événement qui fait la part belle à la vulgarisation scientifique. Alors MT 180, c'est ma thèse en 180 secondes. C'est un concours qui s'adresse aux jeunes docteurs et aux jeunes doctorants. En 3 minutes, ils vont devoir présenter le sujet de leur thèse en français et en bannissant le jargon scientifique. C'est tout un défi, évidemment, dont l'objectif est de valoriser en quelque sorte la science auprès du grand public et de se préparer, entre autres, par exemple, pourquoi pas, à réaliser des mini-conférences. Alors, pour mener à bien cet exercice, ils ont bénéficié d'une formation, prise de parole en public. On va voir ce que cela va donner ce soir. Alors, le concours Ma thèse en 180 secondes, au fait, existe déjà depuis longtemps. Il a été lancé en Australie, c'était en 2008. Alors, ce soir, c'est un concours régional. Toutes les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles présenteront leur concours avec chaque fois des candidats. Il y aura un lauréat pour chaque concours. Ces lauréats se retrouveront lors d'un concours national qui sera organisé le 3 juin à Liège. Et puis, il y aura un concours international qui est prévu à Paris en septembre 2021. Et c'est l'UNAMUR donc, qui ouvre le bal ce soir. Alors, qui dit concours, dit évidemment membre du jury. Donc, ils choisiront un candidat qui pourra participer à la finale nationale. Ces 3 jurys, je vais leur donner leur identité. C'est d'abord Johan Waters qui est du département de chimie de l'UNAMUR. Il y a aussi Céline Raz qui travaille au département Histoire, et puis Géraldine Tran, rédactrice en chef de la revue Athéna. Alors en plus du jury, mais ça on en parlera plus tard, vous, public, vous pourrez voter pour un candidat, une sorte de prix du public. On en parlera à la fin, vous pourrez le faire via un petit QR code. Alors pour l'UNAMUR, ce soir, il y a 8 candidats qui se présentent. Alors ils sont là, ils sont prêts, je ne sais pas s'ils font des vocalises en coulisses, en tout cas, ils sont ready, comme on dit. Passons d'abord à la première candidate. Alors son prénom la prédestine un peu à la vulgarisation scientifique, parce qu'elle s'appelle Claire Deventer. Elle est doctorante en 2e année de thèse au département de sciences de gestion à l'UNAMUR, et Claire réalise sa thèse financée par la Wallonie dans une entreprise qu'on appelle Scale Up. C'est une spin-off de l'UNAMUR qui développe des logiciels à base d'intelligence artificielle, facilitant la vente et la co-création en e-commerce et industrie 4.0. Alors je vais vous lire l'idée d'un petit copion, l'intitulé de cette thèse, COP-Siri, conception et performance des systèmes de recommandation interactifs. Alors c'est le titre de cette thèse qu'on pourrait simplifier en disant que c'est une sorte de conseiller virtuel presque parfait. Alors, contente que sa thèse soit partagée au grand public, c'est une belle opportunité pour elle de participer à ce concours ce soir. Et le sujet, au fait, est né d'un besoin industriel, puisqu'il y a toute une série, il y a des écarts qui existent de performance entre les logiciels qui sont nombreux sur le marché, et aucune étude scientifique qui explique la raison de l'efficacité ou de la non-efficacité de ces logiciels. Et donc, Claire a décidé de travailler là-dessus. Donc voilà, elle a 180 secondes pour vous expliquer, pour vulgariser sa thèse. Choisir quel produit acheter, c'est parfois difficile. Et croyez-moi, je m'y connais. Tenez, la dernière fois, j'ai voulu acheter un nouveau micro-ondes, j'y ai passé la semaine. Et oui, Darty, 776 références, Cdiscount, plus de 2400 résultats. Faut en vous dire que j'étais perdue, moi. Et puis allez choisir entre le micro-ondes qui fait four, celui qui fait grill, celui qui fait cuisson vapeur. Non mais à ce rythme, bientôt le micro-ondes viendra vous servir le café. Heureusement, de nos jours, il y a une avancée extraordinaire sur nos milieux digitaux, les conseillers virtuels d'achat. Ce sont des logiciels, des sortes de petits robots qui, à l'instar des vendeurs dans les magasins physiques, viennent nous prendre par la main et en nous posant quelques questions par rapport à nos besoins, nous guident vers notre produit idéal. Ces conseillers, on les rencontre sur les sites e-commerce sous différents noms et, comme dans toute rencontre, certains conseillers, on s'en souvient longtemps et d'autres, on aurait préféré ne jamais les croiser, quoi. Dans ma thèse, j'étudie nos perceptions de ces conseillers afin de pouvoir, par la suite, concevoir le conseiller virtuel idéal. Car si on le rencontrait, il nous rendrait heureux dans notre recherche du produit.
On aurait toujours envie de le retrouver, enfin, surtout lorsqu'on souhaite acheter, et il irait même jusqu'à changer notre perception du produit recommandé. Prenons quelques instants pour l'imaginer, ce conseiller virtuel idéal. Il varierait selon les situations. Par exemple, on le voudrait romantique lorsque nous sommes à la recherche d'un nouveau parfum, mais très terre-à-terre lorsqu'il s'agit de trouver la chaudière. Aussi, il faudrait qu'il nous inspire confiance. Pas qu'il ait l'air de vouloir nous fourguer tous les produits les plus chers ou de vouloir vendre nos données personnelles à on ne sait qui. Dans ma thèse, je réalise une série d'enquêtes de terrain dans lesquelles je présente différentes versions de ces conseillers virtuels et où j'étudie nos perceptions et nos réactions face à ceux-ci. Ces enquêtes, elles ont lieu grâce à des collaborations avec de nombreux commerçants, dans le sport, dans la grande distribution, dans les compléments alimentaires ou encore dans les rayonnages industriels. Car cette thèse, elle a également une originalité, celle de réunir des mondes. Celui des entreprises, qui cherchent à conseiller au mieux leurs clients, celui des chercheurs en marketing et de leur théorie psychologique du comportement du consommateur, celui des chercheurs en système d'information et leurs techniques de conception de logiciels, et enfin, notre monde, celui des consommateurs. Car, devant l'immensité des choix qui se présenteront à nous demain, le conseiller idéal, c'est celui qui saura réunir les intérêts de chacun. Voilà, merci à Claire. En tout cas, quasi un chrono dans la tête, là, 2 secondes. Hein. Je rappelle que s'ils mettent moins de temps, ils ne donnent pas ce temps, évidemment, aux autres candidats. Voilà, bon, on a appris des choses sur ce conseiller virtuel presque parfait. Deuxième candidate, Emmeline Barbieux. Alors, Emmeline Barbieux, elle est aussi doctorante en 2e année de thèse, mais dans un tout autre domaine. Elle est au département de biologie de la faculté de sciences de l'UNAMUR et sa thèse est financée par le FRIA. Le FRIA, c'est le Fonds pour la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture. Alors, le titre de sa thèse est un peu plus long qu'un titre d'un roman. Voici, c'est Identification par transposon sequencing des gènes bactériens essentiels à l'infection chronique par Brucella chez la souris et l'hôte naturel. Alors en vulgarisant, cela devient, on peut le dire, un vaccin efficace pour Ginette. Voilà, c'est un peu moins obscur et je présume que dans quelques instants, on en saura un peu plus grâce à cette fameuse Ginette. Il y en a qui ont comme défi d'escalader l'Everest. Emmeline, elle, son défi, c'est de participer à MT 180. 180 secondes, cela dure moins longtemps que l'ascension d'une montagne, mais c'est aussi un sacré effort pour Emmeline, le bon chercheur et celui qui arrive à faire passer un message de manière claire, de manière synthétisée auprès d'un large public. Emmeline est prête, c'est quand vous le sentez, 180 secondes. Savez-vous qu'un membre de votre famille a déjà été atteint par la rage ? Je ne vous vois pas, mais j'imagine que vous hochez la tête pour dire non. Et c'est normal. Ça n'arrive plus depuis de nombreuses années, car il existe un vaccin pour les chiens, les empêchant d'être atteints de la rage et de nous transmettre la maladie. Cette situation, on ne peut pas encore l'appliquer à la brucellose, une maladie peu connue en Belgique. Et pour vous l'expliquer, je vais vous raconter l'histoire de Ginette la biquette. Ginette a été infectée par Brucella. Mais Brucella, c'est quoi ? C'est une petite bactérie qui n'est pas sympa. Elle rend malade les animaux, mais aussi l'homme. Elle a fait beaucoup de dégâts chez nous dans le passé et en fait toujours beaucoup dans les pays en voie de développement. Pour remédier à cette maladie, il existe des vaccins pour les animaux, mais ils ont quelques soucis. Ils sont capables de faire avorter les animaux, de les rendre malades et de rendre malade l'homme. Il faudrait donc les améliorer. Et pour les améliorer, il faut comprendre leurs défauts pour contourner leurs problèmes. Et c'est là qu'intervient ma thèse. Ma thèse, on peut la voir comme une enquête. Je vais fixer comme crime des vaccins avec des défauts contre la bactérie Brucella. Je vais rechercher des suspects. Ces suspects vont être des gènes de la bactérie. Les gènes comportent son information. Pour vous expliquer, ce sont vos gènes qui indiquent si vous avez les yeux bleus ou bruns, les cheveux blonds ou roux. Pour la bactérie, les gènes qui m'intéressent lui permettent d'échapper au système immunitaire de son hôte, de le rendre malade et de se cacher dans les organes, comme notamment le placenta où elle entraîne des avortements. Je vais vérifier les alibis de mes suspects. Pour cela, je vais les retirer de l'enquête. Je suis d'accord, c'est un peu bizarre. Mais en les écartant de l'enquête, je vais pouvoir regarder quel est leur impact sur la situation. Concrètement,
Je vais regarder le comportement de mes bactéries avec un gène en moins au sein de leur hôte. Est-ce qu'elles le rendent toujours malade? Est-ce qu'elles entraînent toujours des avortements? Ces bactéries, avec des gènes en moins, je vais les appeler des candidats vaccins. Qui dit vaccin dit stimuler l'immunité de son hôte. Et l'immunité, c'est quoi? C'est conférer la capacité à reconnaître un agent infectieux et à se défendre contre celui-ci. Mais ça, vous le savez déjà. Merci Covid. La dernière étape de ma thèse va être de vérifier la culpabilité du suspect. Pour cela, je vais tester mes candidats vaccins dans les expériences de vaccination. Dans un premier temps, dans un modèle de laboratoire, chez la souris, et dans un second temps, dans une situation beaucoup plus concrète, chez la chèvre. Pour résumer brièvement, le but de ma thèse est donc de réussir à remédier aux défauts des vaccins actuels contre la bactérie Brucella en trouvant des éléments coupables à ces défauts. Pour finir, j'espère que d'ici quelques années, Ginette et ses copines pourront gambader tranquillement dans leur pré, et j'espère que tout comme moi, vous croyez à cette histoire. Merci et bonne soirée. Voilà, merci Emeline, aussi un chrono dans la tête, quasi 180 secondes pile poil comme on dit, voilà, bonne recherche, bonne continuation en tout cas. Troisième candidat de la soirée et premier orateur masculin ce soir, il s'agit de Jean Nzabimana, doctorant en deuxième année de thèse au département de géographie de la faculté des sciences de l'UNAMUR. Alors il est assistant à l'université du Burundi, il est financé par le musée royal d'Afrique centrale de Tervuren. Le titre de sa thèse a le mérite d'être compréhensible, vulnérabilité face au processus hydrologique, le cas de la ville de Bujumbura, au Burundi évidemment. Ce soir, Jean n'hésite pas à surmonter sa timidité pour apprendre à partager son savoir. C'est tout le bien qu'on lui souhaite ce soir. Voilà, c'est à vous, 180 secondes. Imaginez, vous vous levez le matin, vous voulez prendre une douche, mais vous trouvez qu'il n'y a pas de l'eau dans le robinet. Étonné, votre enfant qui voulait repasser sa chemise crie qu'il n'y a pas de courant. Alors vous allumez votre téléphone portable pour écouter la radio et vous apprenez que dans la commune voisine, à 5 km de chez vous, il y a une forte inondation. Cette inondation n'a pas été provoquée par la Meuse ou la Sabre, mais par les eaux en provenance des montagnes, mais aussi par un mauvais système d'aménagement et des systèmes de drainage inefficaces parce qu'on n'est pas à Namur, mais qu'on est à Bujumbura, au Burundi. En effet, la ville de Bujumbura a connu à plusieurs reprises des scénarios catastrophiques similaires qui ont endommagé des infrastructures essentielles au développement de la ville telles que les lignes électriques, les réseaux routiers et les lignes d'adduction d'eau. Il faut imaginer qu'à Bujumbura, les réseaux routiers ne sont pas aussi développés que celui que nous connaissons en Belgique. Dans ma thèse en géographie, j'identifie les infrastructures essentielles à la survie de la ville, telles que les centrales d'adduction d'eau et centrales électriques, pour en dresser un diagnostic. Est-ce que ces installations sont-elles vétustes? Les canalisations sont-elles fissurées? Si ces infrastructures sont endommagées, l'effet peut être ressenti à plusieurs kilomètres de la zone impactée, mettant dans l'embarras les populations des territoires lointains. Je m'intéresse également à l'exposition de ces infrastructures aux aléas comme l'inondation, les crises éclairs, l'effondrement des berges et les ravins pour en évaluer la vulnérabilité. Or, à Bujumbura, les aléas hydrologiques sont accentués par l'absence ou la vieillesse des infrastructures de drainage, mais aussi par un système d'aménagement urbain inefficace. L'enjeu ici est de montrer comment, dans un système urbain comme la ville de Bujumbura, la vulnérabilité d'une infrastructure peut causer la fragilité de tout le territoire. Cette recherche est fondamentale car elle va permettre de conscientiser le gouvernement burundais à la nécessaire préservation et entretien de ces infrastructures dont dépend la vie paisible de sa population. Je vous remercie.
Voilà, merci Jean-Enza Bimana. Donc je rappelle que vous êtes aussi assistant à l'université de Burundi. Alors quatrième candidat, François-Xavier Stube. Il est doctorant en deuxième année de thèse au département de sciences biomédicales de la faculté de médecine de l'UNAMUR. Alors sa thèse est financée également par le FRIA dont on parlait tout à l'heure. C'est le Fonds pour la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture. Alors avant de vous dévoiler le titre de sa thèse, je vais vous demander de vous accrocher un peu parce que vous risquez peut-être comme moi de ne pas comprendre grand-chose si vous n'êtes pas initié. Le titre de sa thèse de François-Xavier est Transcriptional Control of a Developmental Transition in, et là j'essaye de m'appliquer, Canor Abditis Elegans. Alors qu'est-ce que c'est que ça pour un schmilblick, aurait dit Coluche. Je suppose qu'on va en savoir un peu plus dans moins de 3 minutes. Un chat, un coquelicot, une bactérie ou encore ma coloc. En apparence, pas moyen de se tromper. Ma coloc ne ressemble pas du tout à un coquelicot. Et pourtant, malgré toutes les différences qui les séparent, ils partagent une caractéristique fondamentale. Ils ont de l'ADN. En fait, tout ce qu'il faut pour faire d'un chat une petite créature tant mignonne que diabolique, ou de ma coloc, eh bien, ça se situe dans leur ADN. En d'autres termes, leur ADN, c'est leur mode d'emploi. Mais je dois bien reconnaître que ma coloc, elle est constituée de beaucoup plus d'éléments que ma table Ikea. Si on voulait l'assembler, il faudrait s'y mettre à plusieurs et bien répartir le travail. On pourrait alors faire des photocopies du mode d'emploi qu'on distribuerait à tout le monde. Toi, tu feras un foie, toi, un cœur, moi, des poumons, etc. Photocopier de l'ADN, ça se produit à chaque instant dans chacune de vos cellules, mais aussi dans toutes les cellules de tous les êtres vivants qui vous entourent. C'est ce que les biologistes appellent la transcription, et les photocopieuses du vivant, ils appellent ça des ARN polymérases. Les ARN polymérases, les photocopieuses du vivant donc, c'est essentiel au bon fonctionnement de la vie. Vous les enlevez, il n'y a plus de vie. Et pourtant, malgré que ces photocopieuses soient si importantes, il reste pas mal de zones d'ombre dans notre compréhension de comment elles fonctionnent. Et bien c'est là qu'intervient ma thèse. J'essaie d'éclaircir certaines de ces zones d'ombre. Alors je vous rassure tout de suite, je ne fais pas mes expériences directement sur ma coloc. Ce serait trop compliqué, trop long et franchement discutable. À la place, je tire parti d'un petit verre répondant au doux nom de Caenorhabditis elegans. Concrètement, je remplace des pièces de ces photocopieuses, le bac à papier, l'encre, le laser, et j'observe ce qui se passe sur son cycle de vie. Est-ce qu'il va bien, passant d'adulte, bébé à adulte en quelques jours seulement, ou est-ce qu'il reste bébé? Est-ce qu'il a l'air costaud, ou est-ce qu'il est plutôt malade? S'il y a le moindre problème, j'inspecte alors les copies de l'ADN faites par mes photocopieuses modifiées. L'idée, c'est qu'en observant les défauts causés par le remplacement de telle ou telle partie, je peux mieux comprendre à quoi servait la partie. Un peu comme si j'enlevais l'encre d'une vraie photocopieuse, je ne verrais plus que des feuilles blanches, et je pourrais en déduire que l'encre, ça servait à écrire sur le papier. À ce stade-ci, vous vous demandez certainement pourquoi. Et Fix, pourquoi est-ce que tu t'ennuies à étudier des petites photocopieuses dans des verres? Eh bien, je vous répondrai que c'est en connaissant bien le fonctionnement des photocopieuses qu'on est plus à même de les réparer quand elles cassent. Et des pathologies graves où les photocopieuses cassent, il y en a. C'est par exemple le cas du cancer. Une des plus belles applications que je puisse imaginer à l'étude de mes petites photocopieuses modifiées dans mes verres, eh bien c'est une meilleure compréhension de certains mécanismes du cancer. Mes verres et moi, nous vous souhaitons une très bonne soirée. Merci. Voilà, une bonne soirée par des verres, je crois que c'est la première fois. Merci en tout cas à François-Xavier Stube. On va faire une petite pause, on a déjà entendu 4 candidats, il y aura 4 autres candidats, le temps de faire un switch sur le plateau. Et on se retrouve restez avec nous parce que c'est un peu moins de 3 minutes. Voilà, de retour après cette courte pause. On va accueillir les derniers candidats, donc la 5e candidate jusqu'à la 8e. Donc 8 candidats ce soir pour MT 180. Alors on va accueillir Elisabeth, c'est pas la princesse, mais c'est mieux, c'est une doctorante en dernière année du département de géographie de la faculté de sciences de l'UNAMUR. Alors elle est aussi assistante dans ce département depuis 7 ans. Et le titre de sa thèse, c'est Différenciation des associations entre vécu émotionnel et environnement physique à moyen terme après une catastrophe naturelle, le cas du typhon Haiyan aux Philippines. Voilà, alors pour Elisabeth, MT 180 ça offre une belle opportunité pour le futur en agrandissant son champ des possibles pour le futur. Donc Elisabeth, vous êtes prête? On vous écoute 180 secondes.
Fermez les yeux. Pensez à un lieu où vous aimez vous promener. Quelles émotions ressentez-vous? De la joie? De la sérénité? Et si maintenant je vous demandais de penser au Bataclan, quelles sont les émotions que ce lieu éveillerait en vous? Vous sentez comme les lieux sont chargés d'émotions? Vous pouvez ouvrir les yeux. Maintenant, j'aimerais que nous nous immergions plutôt dans mon terrain de thèse. On est aux Philippines, 3 ans après que le typhon Haiyan ait dévasté les lieux. Un typhon, c'est un vent d'une extrême intensité. Et dans ce cas-ci, il a provoqué d'énormes vagues qui ont inondé certains lieux et tué des gens. À gauche, la ruine de l'église. Le clocher et la façade ont été détruits. Au centre, une rue en ville. À droite, la mer. Je vous propose de choisir une des 3 images. Essayez de vous mettre à la place des victimes de la catastrophe. Quelles sont les émotions que vous ressentez en observant cette photo? Des associations entre images des lieux et émotions, c'est ce que j'ai récolté pendant 2 mois aux Philippines. Je vais bien sûr confronter vos a priori avec ce que les personnes qui ont vécu la catastrophe ont partagé avec moi. Dans un instant. Avant cela, essayons de comprendre la question que j'ai posée dans ma thèse. Mon travail s'inscrit dans un domaine de recherche qui s'intéresse à l'impact des catastrophes naturelles sur la relation à l'environnement, et pas uniquement soit sur les personnes ou soit sur l'environnement. Classiquement, ces recherches étudient les processus sociaux et psychologiques dans l'environnement durant les mois, les années qui suivent la catastrophe. L'approche est temporelle. Moi, je suis géographe. Mon approche est donc spatiale. Je m'intéresse aux émotions vécues dans les différents lieux après une catastrophe. La ruine de l'église est un lieu encore fort marqué par la catastrophe. Les personnes évoquent de la surprise. Le bâtiment paraissait inébranlable. Une des personnes me raconte que rien que de regarder la ruine de l'église lui fait encore peur. Mais pour d'autres, ça évoque de la joie parce que malgré tout, la tour a tenu bon. La rue en ville, c'est aussi un lieu où on a peur. Il faut être alerte dans le trafic, c'est dangereux. Quel lien avec le typhon alors? De la joie. Cette route est en meilleur état depuis qu'elle a été réparée que celle qu'il y avait avant la catastrophe. Et enfin la mer. Paradoxalement, elle est très peu associée au typhon. Les personnes évoquent de la joie, du plaisir. Mais pour une d'entre elles, c'est de la colère et de la tristesse qui ressortent. L'eau est venue de cette mer-là, et l'eau a tout détruit. Vous voyez, c'est complexe. En fait, le typhon est évoqué dans la plupart des lieux, mais pas par tout le monde, pas toujours de la même façon, et pas nécessairement négativement. Reconstruire, après une catastrophe naturelle, c'est comme greffer des organes sur un corps amputé, meurtri. Mon travail montre les greffes qui ont bien pris et les cicatrices qui sont encore douloureuses. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, thèse très intéressante qui a amené cette candidate très loin, donc aux Philippines. 6e candidate, Caroline Servet. Alors Caroline Servet, elle est doctorante en 3e année de thèse au département de biologie de la faculté de sciences de l'UNAMUR. Caroline Servet a reçu une bourse de financement de l'ARC. L'ARC, c'est l'Action et Recherche culturelle régionale de Namur. L'un des mots qui figure dans le titre de sa thèse a une longueur digne d'une baleine bleue. Je vous le transmets, ce titre. Voilà, c'est localisation du système de transport du lipopolysaccharide et identification de la ligasse de la chaîne O. Je reprends ma respiration chez Bruxelles Abortus. Alors vous allez me dire que c'est que ça pour une affaire. On va écouter tout simplement Caroline Servet. Alors en vulgarisant, on peut dire que c'est en gros désarmer le dernier rempart de Bruxelles. Alors le concours lui a déjà permis d'acquérir de nombreuses connaissances grâce à la formation dont on parlait en début de direct, mais c'est aussi une bonne manière pour elle de se confronter au stress d'une prise de parole devant une audience. Alors une audience qui est certes virtuelle ce soir, mais qui existe quand même bel et bien. Alors Caroline Servet, on vous souhaite une chouette expérience ce soir, 180 secondes. Imaginez-vous prendre part à l'assaut d'une forteresse dans l'infiniment petit. Vous êtes réduit à l'échelle microscopique et vous passez du millier de milliards de cellules que constitue votre corps à une seule et unique cellule. Eh bien, c'est ce qui se passerait si vous étiez une bactérie. Mais les bactéries, malgré ça, ce ne sont pas de faibles créatures. En effet, elles sont capables de survivre et même de se défendre face à des attaques extérieures. Et un des systèmes de défense qu'elles ont, c'est qu'elles s'entourent d'une double membrane, une sorte de double enceinte murale qui va les protéger face à l'environnement extérieur, qui peut parfois être hostile, mais également face aux attaques de notre système immunitaire dans le cas des bactéries pathogènes.
c'est-à-dire dans le cas des bactéries qui sont capables de nous rendre malades. Au laboratoire, je travaille sur une petite bactérie pathogène, Brucella abortus. Cette bactérie, elle est capable d'infecter les bovins, mais elle peut également, de façon accidentelle, nous infecter nous, l'homme, notamment par la consommation de produits laitiers non pasteurisés. Le gros problème de cette maladie, c'est son lourd impact économique, car il suffit d'une seule vache infectée et c'est l'ensemble du troupeau qu'on doit abattre. Actuellement, elle fait encore beaucoup de dégâts partout dans le monde et il n'existe encore aucun vaccin efficace. C'est pour ça qu'il est essentiel et indispensable de mieux étudier cette bactérie et les facteurs qui impactent ses défenses. En fait, Brucella, au niveau de sa membrane, elle contient une molécule, le lipopolysaccharide. Cette molécule, elle constitue en fait la grande majorité de sa deuxième membrane, de son deuxième rempart. Et c'est bien simple, sans elle, Brucella ne survit pas. Elle a donc un rôle crucial dans la défense et dans la survie de notre bactérie. On peut donc la voir comme un petit soldat. Et comme il y en a vraiment beaucoup, on peut imaginer une grande armée prête à se défendre en cas d'attaque. Ces soldats, comme tout bon petit soldat, ils vont devoir suivre une formation. Ils la commencent à l'intérieur de l'enceinte. Et ils arrivent ensuite au niveau du premier rempart. Et c'est là une étape très importante de leur formation. En effet, certains d'entre eux vont rencontrer un armurier qui leur fournira une arme, alors que d'autres ne le rencontreront jamais. Quoi qu'il en soit, tous arriveront au niveau du deuxième rempart, où ils vont jouer leur rôle de défense. Comme vous pouvez l'imaginer, le fait d'être armé ou non va directement impacter leur capacité de défense. Au cours de ma thèse, j'essaye d'identifier cet armurier, de déterminer s'il agit seul ou s'il reçoit de l'aide d'un autre armurier. J'essaye aussi de localiser les différents acteurs qui vont permettre de guider nos petits soldats depuis l'intérieur de la muraille jusqu'au niveau du deuxième rempart, leur lieu d'action. Au final, identifier et comprendre comment ces acteurs agissent nous permettra peut-être d'empêcher Brucella d'organiser ses défenses au niveau de la deuxième muraille. L'idée, c'est qu'en désarmant ces petits soldats, on pourrait plus facilement envahir la forteresse de Brucella pour la vaincre, et donc qui sait peut-être un jour réduire son impact sur le monde. Merci. Voilà, merci à Caroline. Un exercice pas évident, peut-être encore plus difficile de parler devant une caméra plutôt que devant un auditoire où il y a du public. Bravo en tout cas au courage de nos candidats ce soir. 7e candidat, Sébastien Vandenit. Alors, il est doctorant en 2e année de thèse au département de langues et de lettres françaises et romanes de la faculté de philosophie de Namur. Il est aspirant au fonds de recherche scientifique, le FRS. Le titre de sa thèse annonce un sujet passionnant, rendre les référents visibles et audible, comparaison des pratiques d'action construites des signeurs de la LSFB. LSFB, c'est la langue des signes de Belgique francophone. Donc, comparaison, je reprends le titre, pardon, comparaison des pratiques d'action construites des signeurs de la LSFB et des locuteurs du français belge. Mais pour faire simple, on pourrait dire « écoute-moi quand je te montre ». Voilà, on est tout à l'écoute. Un voyageur dans un pays dont il ne connaît pas la langue demande à un local où il peut trouver un endroit où dormir. Votre partenaire vous accompagne à l'aéroport et au loin vous rappelle de l'appeler quand vous atterrissez. Fin de soirée, la musique à plein volume, votre ami vous propose de prendre un dernier verre. Ces 3 situations ont un point commun. La communication passe grâce à des gestes qui imitent une action, des gestes qui ressemblent à ce qu'ils veulent dire. Ces gestes sont ce que j'appelle de l'action construite. Partout sur Terre, on parle. Et pour les linguistes comme moi, les plus de 7000 langues parlées sur notre planète constituent autant d'échantillons à étudier pour comprendre comment une même capacité de communication peut se diversifier. Traditionnellement, les linguistes enregistrent et comparent les sons de différentes langues, la façon dont ces sons s'imbriquent en mots et comment ces mots s'agencent en phrases. Mais voilà, il y a quelques années, les linguistes se sont offerts un petit luxe, une caméra. Et là, révolution copernicienne 2.0. Ils réalisent que le geste et la parole dialoguent sans cesse dans notre communication. Mais c'est pas tout. Ils comprennent aussi que pendant des années, ils ont laissé de côté toute une famille de langues que leur micro n'aurait jamais pu capturer. Plus de 150 langues des signes. Quand je parle, des gestes accompagnent mes mots et mes phrases en continu. Mais qu'en est-il des langues des signes ? En particulier, je m'intéresse à l'action construite. Rappelez-vous comme ce geste que vous blâmerez pour votre mal de tête. La question que je me pose dans ma thèse est la suivante. Est-ce que j'utilise plus ou moins d'actions construites dans une langue des signes que dans une langue vocale ? Et quand j'en fais, est-ce que j'utilise les mêmes parties du corps ?
Souvent, quand on me demande « Seb, tu bosses dans quoi, toi ?» je réponds « J'observe les gens parler ». En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Je regarde et j'écoute 2 échantillons de conversation enregistrés dans notre studio. L'un en français, l'autre en langue des signes de Belgique francophone, LSFB pour les intimes, la langue des signes qui est parlée en Wallonie et à Bruxelles. Quand je repère de l'action construite comme ce que vous voyez à l'écran, où les 2 participants se penchent en avant pour imiter quelqu'un qui cherche quelque chose à terre, je pose une étiquette. Cette étiquette, elle ressemble un peu à une liste d'ingrédients. J'y explique comment une personne a utilisé le regard, l'expression faciale, les mouvements de la tête, du buste, des mains. Le piège ? Pour distinguer les tendances propres à chaque communauté, des choix individuels de chaque participant, il me faut beaucoup d'étiquettes, des centaines voire des milliers. Et pour pouvoir traiter toute cette information, je demande à mon ordinateur de comparer toutes les étiquettes et de me dire si le français et la LSFB font de l'action construite avec les mêmes ingrédients ou alors selon des codes différents. Ce genre de comparaison, elle permet de mieux rendre compte de la diversité humaine, tant linguistique que culturelle, en passant par la pleine reconnaissance des langues des signes. Merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je vais faire attention à mes gestes parce que je ne sais pas ce qu'ils vont dire à mon langage non verbal. Dernier candidat, on va parler encore. On a parlé de beaucoup du département de biologie ce soir. La biologie qui est un domaine fort représenté. Dernière présentation, celle de Jérémy Verbeek. Il est doctorant en 3e année au département de biologie de la faculté des sciences de l'UNAMUR. Il est aspirant au fonds de recherche scientifique. Quand la maléfique Bruxella rencontre sa cousine, la fée mitochondrie, alors cela pourrait être une traduction féerique de sa thèse qui s'intitule « Étude des mécanismes menant à la fragmentation des mitochondries de cellules infectées par Bruxella et analyse des conséquences fonctionnelles qui en découlent ». Alors MT 180 représente pour Jérémy un challenge, celui de vulgariser un propos scientifique, mais aussi de prendre la parole en public. On lui souhaite bonne chance. Que vous évoque le mot bactérie? Mauvaise hygiène de vie, aliments périmés dans le frigo, danger? Mais saviez-vous que les bactéries ne tiennent pas toujours le rôle des méchantes? Mon histoire se passe sur Terre. Il y a de ça des milliards d'années, lorsqu'il n'y avait que quelques familles de bactéries qui tentaient d'évoluer tant bien que mal dans des environnements de plus en plus hostiles. Un de ces clans bascula du côté obscur de la force, tirant profit des atouts de ses malheureuses victimes pour survivre selon la loi du plus fort. Ce clan maléfique se fit appeler bactéries pathogènes. À cette époque pourtant, certaines de leurs cousines décidèrent d'adopter un autre style de vie, plus sûr, et allèrent s'abriter dans d'immenses châteaux bien gardés où elles trouvèrent gîtes et couverts en échange de certains services. Ces bactéries furent accueillies et s'installèrent en réseau de travailleuses, soudées les unes aux autres, apportant leurs connaissances à tous les habitants du royaume. Elles furent considérées comme de vraies fées du logis, mais indispensables, car c'est elles qui préparent de bons plats pour apporter force et courage à tous les soldats du château. Elles vécurent une vraie symbiose avec ces derniers et furent baptisées mitochondries. Je pourrais arrêter le conte de fées ici en concluant qu'ils vécurent heureux pour toujours, mais la vie est parfois injuste. Au dehors, les bactéries pathogènes entendirent parler de leurs cousines éloignées et du confort qu'elles avaient trouvé. Jalouses de ne pas avoir été invitées, elles décidèrent d'aller envahir ces forteresses, à première vue impénétrables, mais pas indestructibles. Et là, c'est la révélation. Aura-t-on la chance d'assister à un nouvel épisode tumultueux de Game of Thrones, alliant trahison passionnée et guerre sanglante ? Eh bien, c'est exactement la question que je me pose dans le cadre de ma thèse de doctorat en biologie. J'essaie de comprendre quelles sont les relations entre une bactérie pathogène, appelée Bruxella abortus, et les mitochondries des châteaux de notre royaume. Ou plutôt des cellules que constitue notre corps. Concrètement, je réalise en laboratoire des infections contrôlées de cellules animales avec des bactéries Bruxella. Ensuite, tout au long de l'infection, j'utilise de petits outils fluorescents pour venir colorer les mitochondries des cellules infectées afin d'observer leur état au microscope. Les mitochondries sont-elles assez fortes que pour défendre leur château, ou bien se font-elles malmener par Bruxella, n'ayant d'autre choix que de lui céder les pleins pouvoirs et le droit de vie ou de mort sur le royaume? Comprendre la façon exacte dont Bruxella manipule les mitochondries des cellules qu'elle infecte permettra à long terme de cibler exactement une faiblesse de ce pathogène
et de s'en inspirer pour produire des traitements ou des vaccins à destination de personnes malades ou d'animaux d'élevage dont certains subissent encore aujourd'hui les noirs dessins de Brucella. Car après tout, même si Brucella et les mitochondries viennent de la même famille, vous serez d'accord avec moi pour dire que dans les contes de fées, les méchants n'ont jamais droit à une fin heureuse. Voilà, une chouette histoire. Je vais peut-être la raconter à mon fils de 7 ans et demi pour qu'il s'en va ce soir. En tout cas, je ne sais pas si Jérémy a réalisé les dessins. En tout cas, les dessins étaient magnifiques. Voilà, les 8 candidats sont passés. Bravo encore à eux pour leur courage. Hein. Ils ont fait ça avec brio, respectant le timing de 180 secondes. Alors maintenant, comment ça va se procéder ? Tout le monde a pu présenter en 3 minutes le sujet de leur thèse de manière vulgarisée. On a banni un peu le jargon scientifique avec parfois de très très belles vulgarisations. Alors maintenant, comment ça va se passer ? Je vous disais en début d'émission, il y a des membres du jury qui vont décider quel est le lauréat qui va être choisi ce soir et envoyé au concours national qui se tiendra en juin. Donc cela va prendre un peu de temps, une vingtaine de minutes, peut-être une demi-heure maximum. Ils vont donc se réunir maintenant et ils vont délibérer. Alors vous, public, vous pouvez aussi voter via un QR code qui devrait s'afficher sur l'écran, un QR code et aussi un lien internet sur les réseaux qui vous permettra de tout simplement voter pour le candidat que vous avez apprécié ce soir. C'est une sorte de prix du public. Voilà, le jury va délibérer et vous, public, vous pouvez voter. Attention, pour le public, vous n'avez que 20 minutes pour voter. On se retrouve maximum dans une demi-heure, disons. Voilà, on se retrouve après cette demi-heure de délibération. Alors, on ne connaît pas encore tous les résultats. Là, ce sont les aléas du direct. Par contre, on connaît le lauréat du public. Je l'apprends d'ailleurs. Je vous l'apprends, je pense, en direct. Ça fait quoi d'être mis en avant par le public ? Mais ça fait plaisir. C'est aussi c'est agréable parce que pour moi, c'était un peu quelque chose qui était compliqué. La prise de parole en public, c'est pas quelque chose qui est très spontané pour moi. Mais voilà. Ça me fait plaisir. L'expérience, vous l'avez vécue comment ? Angoissante ou pas du tout ? Ça allait un petit peu par vague. Donc, au début, assez angoissé. Je me demandais un peu comment ça allait. Puis après, ça a été un peu mieux quand j'ai rencontré les différents candidats. On a formé un chouette groupe. Avec les différents formateurs aussi, ça a un peu donné confiance. Ça a donné aussi confiance dans le projet. L'idée de vulgariser sa thèse en 3 minutes. Puis quand la date a commencé à s'approcher pour le jour de la présentation, là, le stress a un petit peu augmenté. Mais bon, voilà, les différents entraînements, etc., avec les formateurs ont aidé. Et aussi le contact avec les autres candidats. Alors, on ne connaît pas trop les coulisses de la préparation. Donc vous suivez une formation, je crois que c'est une dizaine d'heures. Ça se passe comment ? Alors, il y a différents volets. Donc, il y a un volet qui est la préparation du pitch. Donc, essayer de réfléchir à quelle phrase on va utiliser, quels mots, quelle approche on va prendre pour essayer d'attirer l'attention, de clarifier les concepts. Et puis après, il y a le volet prise de parole, où on essaie de travailler sur la gestuelle, sur le ton, ce genre de choses. Voilà, je rappelle, donc votre test c'était rendre les référents visibles et audibles. Je synthétise. Oui. Je me suis demandé, votre gestuelle était préparée consciemment ou pas ? Assez préparé, oui. Presque tout était prévu. Ouais. Le prix du public, c'est une belle récompense. On connaîtra dans quelques instants les 2 lauréats qui sont choisis par le jury. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises ce soir dans les autres tests ? Je suppose que vous étiez trop concentré sur votre exercice. Mais en fait, les autres tests, j'en ai entendu parler plusieurs fois parce que dans les entraînements, je les ai entendus plusieurs fois. Et aussi, à plusieurs reprises, on s'est appelé sur Teams avec les différents candidats pour s'entraîner ensemble. Donc on a le temps d'en discuter aussi tous ensemble. Est-ce qu'il y a beaucoup de doctorants dans votre département ? Il y en a pas énormément, non. Et dans mon laboratoire non plus. J'ai eu la chance de commencer avec une première collègue et ensuite qui maintenant a fini sa thèse. Et maintenant j'ai une deuxième collègue qui fait sa thèse en même temps que moi. Et c'est quoi leur sujet ? C'est aussi donc sur la LSFB et la gestualité en français, l'interaction, etc. Et la prosodie, donc c'est-à-dire les différentes modulations de la voix ou des gestes quand on parle ou quand on signe. Voilà, et vous avez parlé donc tout à l'heure de 7000 langues sur notre planète, plus de 150 langues des signes. Je suppose que vous ne les connaissez pas encore toutes. Non, on continue d'en découvrir. Voilà.
Et vous, il faudra encore les apprendre longtemps. Oui. Voilà. En tout cas, merci pour avoir partagé cette expérience. Alors, je découvre, je dis, c'est vraiment du direct, je découvre à mes côtés, vous êtes apparemment lauréat, jetant la confirmation hors champ, lauréat de la part du jury, choisi par le jury pour votre présentation. Alors, comment l'avez vécu, vous, cette expérience? Plutôt bien, c'était stressant et du début à la fin. C'était un rollercoaster émotionnel. C'était très difficile au début, puis petit à petit, c'est devenu plus facile, on a pris du plaisir. C'était très chouette comme expérience. Voilà, c'est qui compte. Et cette thèse, vous l'avez travaillée comment? Facilement? Ou ça prend vraiment du temps d'essayer d'arriver à 3 minutes, quoi? Au début, quand vous essayez, c'est 12 minutes, puis vous descendez à 3. En fait, assez vite, le timing était bon. Ce qui était plus difficile, c'était de trouver les bons mots pour faire passer le bon message, je pense. Mais le temps, ça allait. En fait, 3 minutes, c'est plus long que ça en a l'air. Vous pourriez faire en 1 minute 30? Non. Voilà. Ok, merci. On va aussi découvrir un autre candidat qui a été lauréat, qui a été choisi par le jury. On va peut-être faire un switch. Merci. En tout cas, vous pouvez continuer à rester ici pour aussi un petit échange. Voilà, on passe devant la caméra. C'est pas grave. C'est pas grave, l'important là, ce soir c'était la thèse, c'était pas le fait de passer devant la caméra, il n'y a pas de problème. Alors vous êtes aussi lauréat, vous avez apparemment tapé dans le mille des membres du jury pour une magnifique histoire, un peu conte de fées, comme ça je posais tout à l'heure en direct si c'était vous qui avez fait le dessin. Oui, c'est moi qui ai fait le dessin, oui. Oui, ça a pris pas mal de temps. Alors je dis par rapport à des candidats comme ça quand vous présentez votre thèse, quand vous êtes doctorant, est-ce que vous mettez cette idée de thèse arrive très rapidement ou bien vous avez peut-être plusieurs sujets, vous hésitez entre plusieurs sujets? En fait, ce qui se passe, c'est souvent on a un thème global qui arrive en début de thèse, et après, au fur et à mesure que la thèse avance, il y a certaines pistes qui s'ouvrent, d'autres pistes qui se referment, et du coup, le sujet évolue un peu au cours de la thèse. Ça, c'est un peu la dynamique qu'il y a tout au long de la thèse, en fait. Alors, moi, je me suis toujours demandé comment vous arrivez quasi pile poil à 180 secondes. Je suppose que vous n'avez pas réussi ça du premier coup. Non, quand même pas, non. Mais très rapidement, pour ma part, j'ai eu un peu de chance. Mon texte était bien construit dès le début. Après, c'était la gestion du stress, parce que le stress peut faire accélérer ou ralentir. Alors voilà, vous êtes les lauréats. Il y a bien sûr le concours national qui se profile à l'horizon. Je pense que c'est à Liège, mes souvenirs sont bons, c'est en juin, je pense. Je n'ai plus mes notes. Mais juin, c'est en pleine session, c'est un peu ennuyant. En tant que doctorant, on n'a plus vraiment d'examen. Juste, c'est vrai. Ouais. Ça va. Voilà. Les examens ne vous manquent pas, donc. Pas trop, non. Vous aussi, même chose? Oui, c'est pareil. Je suis très content que cette histoire est passée. Le labo, maintenant. C'est que le labo. Alors, au niveau de la préparation, voilà, vous avez été coaché, vous avez appris à apprendre plein de choses. En plus de la présentation ce soir, en amont, il y a un travail intéressant qui vous apporte beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça vous a apporté finalement? Oui, on a eu beaucoup de formations diverses, à la fois sur la préparation du pitch, mais aussi la gestion du stress, la gestion du corps, de la prise de l'espace avec différents très bons formateurs. Et franchement, moi, ça m'a apporté beaucoup au niveau de la gestion du stress, parce que je me suis en général pas à l'aise devant un grand public. Bon, ici, on n'avait pas vraiment de grand public dans la salle, donc ça a aidé un petit peu, mais si ça apporte beaucoup, c'est sûr. Même chose, par exemple, vous auriez préféré être devant un auditoire ou plutôt devant une caméra? Non, moi, j'aime beaucoup le concept devant une caméra. Pour le coup, ça enlève le stress de parler à beaucoup de gens. Je trouve qu'on sent plus dans... C'est plus intime, c'est assez agréable comme expérience. Alors vous qui avez vécu cette expérience, peut-être quel élément vous donnerez pour convaincre éventuellement de futurs doctorants à passer ce cap MT 180? Moi je pense que c'est important pour prendre du recul sur ce qu'on fait, parce que finalement faire de la science c'est bien, être très précis dans ce qu'on fait c'est chouette, mais si on n'est pas capable de l'expliquer à tout le monde, ça ne sert à rien. Du coup je pense que c'est très important de prendre 5 minutes, de prendre un mois pour prendre du recul et expliquer ce qu'on fait. Même chose. Je ne sais pas si vous êtes tenté, par exemple, d'expliquer votre thèse aux proches, aux amis, parce que des fois, ils vous regardez un peu avec des yeux de cabiophilie, comme on pourrait dire. Oui, c'est le cas. Souvent, la famille, aux parents, aux grands-parents, on essaie d'expliquer un peu ce qu'on fait. Alors évidemment, dans la situation, quand on parle de bactéries ou de pathogènes, on pense tout de suite au virus. Bon, c'est pas la même chose, mais voilà, il y a quand même certaines explications à apporter, parce que c'est quand même un sujet assez complexe. Mais oui, on essaie de faire ça bien. Oui. Même chose, vous avez tenté un peu dans le cercle familial? Oui, parce que quand je parle moi j'étudie des vers, en général ça parle à personne. Du coup, prendre l'idée de faire une petite métaphore et prendre du recul de nouveau, c'est bien.
Voilà, c'était une chouette expérience. En tout cas, on vous félicite donc pour être lauréat. Donc, vous représenterez en quelque sorte l'UNAMUR au concours national qui se déroulera en été. Merci en tout cas pour cette expérience. Merci aussi à tous les autres candidats qui ont donné de leur personne ce soir pour vulgariser la science. On sait, c'est un peu le défaut des fois des scientifiques, c'est pas vraiment de vulgariser. Ici, voilà, il y a des images, des métaphores, des histoires, des contes de fées. Enfin voilà, c'était très intéressant. Merci à vous en tout cas et on vous souhaite bon vent aussi dans votre thèse. Voilà. J'espère que vous avez passé une agréable soirée, instructive aussi. Passez une agréable soirée et à bientôt. Au revoir.